Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette table ronde. Je suis Sébastien Maire, délégué général de l'association France Ville et Territoires Durables et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui sur ce sujet du ménagement ou de l'aménagement des territoires ou du territoire. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'ordre Florian Bercot, maire de Laval, président de Laval Agglomération et président délégué de France Ville et Territoires Durables. Nous avons à ses côtés Laurent Germain, directeur général d'Egis, Olivia Conil-Lacoste, qui est directrice RSE de Bouygues Immobilier, mais qui a une double casquette avec nous, puisqu'elle est également présidente du CIBI, le Conseil international biodiversité et immobilier. Stella Gass est directrice de la Fédération nationale des Scots. Jean-Laurent Casselli est essayiste et fondateur d'un bureau de tendance sur les modes de vie. Et Philippe Madec est architecte et cofondateur du Manifeste pour la frugalité heureuse et créative en architecture. Aménagement du territoire, ménagement du territoire, vous avez vu la petite subtilité sur le titre de cette session. Et pour tout vous dire, dans la salle de préparation avec nos intervenants, le débat a largement commencé. Donc j'espère qu'il va se poursuivre de manière aussi animée qu'il a pu commencer tout à l'heure. On suivra peut-être d'ailleurs pas complètement le conducteur qu'on avait prévu, à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. L'aménagement du territoire revient en force aujourd'hui, notamment face aux nouveaux risques qui impliquent de voir les territoires autrement, de voir l'avenir de nos territoires autrement, et dans le même temps, les logiques d'aménagement du territoire qui ont prévalu au XXe siècle sont aujourd'hui largement contestées dans leurs impacts écologiques notamment. Où se situe le bon curseur entre les deux? Nous avons 1h30 pour en débattre tous ensemble. Nous aurons d'abord des interventions de nos intervenants, puis j'espère un débat entre nos intervenants et enfin, la parole vous sera donnée pour poser des questions, réagir, donner des avis ou demander des précisions à nos intervenantes et nos intervenants. Je vais faire un petit sondage pour déterminer le degré de connaissance des sujets dont on va parler dans la salle. Levez la main, qui sait ce qu'est un SCOT? Ça va, mais peut-être que tu pourras quand même dire un mot sur ce qu'est un SCOT. Un PLU? Ah, c'est plus facile, le PLU. Comment? Un CBS, mais je ne sais pas ce que c'est, moi. Bon. Non, un dernier test. L'Anthropocène, ça vous parle? Ah, très intéressant, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans un contexte d'Anthropocène pour parler de ces différents sujets. Ben, le titre de cette session, il nous a été largement inspiré par un certain Philippe Madec, qui est à l'origine de cette expression sur le ménagement des territoires. Alors Philippe, je voudrais me tourner tout d'abord vers toi pour introduire peut-être le débat qui va suivre. Le ménagement des territoires, c'est ton credo depuis des années. Pourquoi faut-il aujourd'hui plus ménager qu'aménager? Comment fait-on ça? Et d'autre part, l'aménagement du territoire a souvent opposé les visions urbaines et rurales. Est-ce que la séparation urbain-ruraux a encore du sens aujourd'hui quand on parle d'urbanisme et d'aménagement? Merci Sébastien pour la présentation. Bonjour à vous. Pour arriver au ménagement, il est important de partir de la réalité de ce qu'est la vie dans l'établissement humain et quitter les oppositions un peu... Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Et quitter peut-être des oppositions un peu paresseuses, mais très modernistes entre urbain et rural. En fait, il s'est passé entre 2016 et 2020 un événement mondial qui est passé assez inaperçu, voire totalement inaperçu. En fait, à partir de 2016, et ça s'est passé à l'occasion du sommet Habitat 3 à Quito, la Banque mondiale, la Commission européenne, l'OCDE, UN Habitat, l'ILO et la FAO ont décidé de revoir les définitions de l'urbain. Et ça a été incroyable, nécessairement, ça nous a amené à un résultat extrêmement joyeux qui a permis de mieux regarder la richesse des mondes, la richesse contenue par les établissements humains. En fait, l'ancienne
l'ancienne approche des définitions de l'urbain opposait l'urbain et le rural sur la base de la quantité de population. Et en plus, cette approche-là était, on va dire, un peu urbano-centrée. Il y avait une tentation urbaine très forte qui était un héritage de la période moderniste. Je vais vous le replacer très rapidement, mais en 1987, quand Gro Harlem Brundtland produit le rapport Our Common Future pour l'ONU, en fait, elle écrit très clairement « L'avenir sera avant tout urbain et les préoccupations immédiates de la plupart des gens en matière d'environnement sont urbaines ». En fait, cette assertion-là va orienter la totalité des démarches des sommets onusiens qu'on appelle Habitat. Vous savez, c'est le seul sommet onusien qui ne se passe que tous les 20 ans. Le premier était à Vancouver en 1976, le second à Istanbul en 1996 et le troisième à Quito en 2016. En fait, le sommet Habitat 1 parle des établissements humains, et c'est bien normal puisque c'est le programme des Nations Unies sur les établissements humains qui organise les sommets Habitat. Quelques années, donc en 1996, quelques années après le rapport Brundtland, le sommet d'Istanbul ne parle plus d'établissements humains, il va être appelé même de City Summit, c'est-à-dire que pour les partenaires ou les intervenants de ce sommet, l'établissement humain, c'est la ville. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'ONU a continué à annoncer des chiffres qui ont été accueillis comme des doxas, qu'on n'a jamais remis en cause quasiment, qui disaient, à partir de 2008, le monde urbain était plus peuplé que le monde rural pour l'ONU. Et à partir de 2014, c'était 54% de la population mondiale qui vivait dans des zones urbaines. Et logiquement, cette proportion devait monter à 66% en 2050. Bon, cette doxa-là, elle n'a jamais été remise en cause, sauf par le travail qui a été mené, justement pour l'ONU aussi, par le sommet Habitat 3. En fait, la préparation du sommet Habitat 3, enfin, j'étais expert de l'ONU pour le sommet Habitat 3, a permis de faire revenir cette notion d'établissement humain, qui est beaucoup plus riche que l'opposition simplement urbain-rural, et c'est notamment aussi porté par le continent africain, qui a absolument eu besoin de revenir sur cette relation entre l'urbain et le rural. Donc, si vous regardez bien le rapport final du sommet Habitat 3, la notion de human settlement réapparaît à ce moment-là. En fait, ce qui est intéressant et important avec l'établissement humain, c'est que d'un seul coup, on réalise que la manière de s'établir sur la Terre est plurielle. On n'est pas juste urbain ou ruraux. On vit dans des conditions très différentes. La métropole, ce n'est pas toutes les villes, ce n'est pas tous les villages, ce n'est pas les bourgs, les hameaux, c'est encore autre chose, les bâtiments encore autrement, et le banc, c'est un établissement humain magnifique. Donc, il est important de retrouver en fait toute cette dimension-là de l'urbain, du rural, du périurbain, du montagnard, du littoral, de la plaine. En fait, toutes ces dimensions-là font cette richesse qui est absolument aujourd'hui au cœur de notre manière d'être au monde. Vous savez, cette vision urbano-centrée qui était portée par les définitions de l'urbain avant amenait à une imbécilité française assez réussie, qui était cette idée portée par l'INSEE que était urbain une communauté de 2000 habitants agglomérés sans coupure de 200 mètres. 2000 habitants agglomérés, ça n'est pas Paris, ça n'est pas l'urbain dense, et puis même parfois c'est une toute petite ville ou parfois c'est un grand bourg. Ça nous a amené à ce qu'en France, on dise que 77,5% de la population française était urbaine. Tout ça a légitimé le fait qu'on ait déséquipé le territoire français et que l'on soit arrivé finalement à une politique de métropolisation qui nous a occupés dans les années 2010. Vous aurez peut-être remarqué aussi qu'on ne parle plus de métropolisation maintenant, parce que les choses changent heureusement et qu'on est passé presque du tout métropole au tout territoire aujourd'hui. En fait, le travail qui a été mené par l'OCDE et la Banque mondiale est passionnant. Ils n'ont pas changé les définitions pays par pays, parce que derrière tout ça, il y a des cultures, il y a des manières de regarder le monde qui sont liées aux sociétés, aux communautés. Ils ont juste rajouté une densité au kilomètre carré. Et cette densité au kilomètre carré fait qu'on ne parle plus de villes ou autre, on parle de communes, et on parle de communes denses, de communes semi-denses, de communes peu denses et de communes très peu denses. Le résultat est passionnant, et
malheureusement, ne rentre, me semble-t-il, pas encore dans les faits des actions politiques. Le résultat est que la population mondiale n'est pas 54% urbaine, mais à 48% urbaine. Chaque fois que je dis cette phrase-là, je réalise que peut-être vous avez compris que vous avez changé de monde, quoi. Que le portrait officiel du monde change simplement avec ce gros travail qui est fait pendant plus de 4 ans, qui a été accepté à l'ONU et qui est accepté par tous les pays aujourd'hui. Donc, nous ne sommes plus dans un monde qui est majoritairement urbain. Et en France, comment ça se passe? On n'est plus à 77,5% urbain. 37,9% de la population habite dans des communes denses. 32,8% habitent dans des communes peu denses ou très peu denses, ce qui fait de la France un des pays les plus ruraux d'Europe, puisque la moyenne en Europe, c'est 28%. Et le tiers qui reste, le tiers, c'est la chair des territoires en France, la chair habitée, qui avait été ignorée. Et d'une certaine manière, on peut peut-être ne pas être d'accord avec les modes d'opération opératoire des Gilets jaunes, mais ils ont fait la plus belle critique de l'aménagement du territoire qu'il y ait pu y avoir auparavant. Donc nous voilà aujourd'hui dans une situation où il est indispensable de regarder la réalité des territoires pour changer aussi nos modes d'action sur les territoires. Il est important en fait de... Excusez-moi, voilà. Il est important de regarder les territoires et les diversités avec bienveillance, avec attachement. Ne pas penser qu'il y a une manière générique de regarder et d'aménager les territoires, ne pas penser qu'il y a une solution qui prévaut à toutes les autres. Il est important de retrouver du soin et donc de regarder les communes avec ménagement. L'aménagement du territoire, vous savez, c'est parfois faire une autoroute pour gagner 15 minutes, alors que de ménager le territoire, c'est peut-être de s'occuper de la route nationale qui est juste à côté, quoi. Et donc ce regard sur le territoire, ce ménagement est pour nous, quand je dis pour nous, je parle des acteurs du manifeste de la frugalité heureuse et créative, une base de toute action et de toute décision de bâtisseurs. Et en 2020, Cyril Dion nous avait demandé au manifeste d'écrire un livre sur la ville frugale. Vous avez bien compris qu'on n'a pas fait ce travail sur la ville frugale pour ne pas rester dans cette opposition urbain-rural. Et donc on a fait cet ouvrage qui s'appelle « Commune frugale » et dont le sous-titre, c'est « La révolution du ménagement ». En fait, la frugalité et le ménagement sont absolument consubstantiels. Les ressorts de l'éthique frugale, les ressorts de nos actions sont basés sur la tendresse, sur l'amour, sur la bienveillance que l'on peut avoir par rapport au monde qui est déjà là. Le travail de ménagement ne peut se faire qu'avec l'existant, qu'avec ce qui est déjà là. En fait, cette notion de ménagement, je te remercie de dire que c'est nous qui la portons, mais nous la portons peut-être aujourd'hui, mais nous ne l'avons pas inventée. En fait, dès 1951, pour ceux qui ont lu le magnifique texte de Heidegger dans « Bâtir, habiter, penser », c'est là. Heidegger explique très clairement que l'habitation est un ménagement et nous avons sous notre garde et pour un temps le monde qui nous héberge. En 1994, un géographe français qui s'appelle Roger Brunet publie « La France, un territoire aménagé plutôt qu'à aménager ». Et le philosophe Thierry Pacaud, qui est un de nos contemporains, s'attache aussi au terme « il faut inventer » un ménagement, et il dit du verbe ménager qui signifie prendre soin des gens, des lieux et des choses, et on en est un peu loin. Lui, il pense même qu'il faudrait se passer du terme urbanisme, qui est un peu trop moderniste, un peu trop productiviste, et que finalement on pourrait remplacer la notion d'urbanisme par ménagement. En fait, l'enjeu ici, c'est la retenue et la justesse pour induire un aménagement qui s'attache à la fois aux gens et au territoire. Ménager le réel demande, si on veut y intervenir, de l'agencer. Faut-il encore construire? To build or not to build reste une vraie question systématique. À chaque action, cette question-là doit se poser. Réhabiliter avant tout, déconstruire le moins possible. Toutes ces postures-là par rapport à l'existence sont au cœur d'une activité comme celle qui est la nôtre aujourd'hui. Depuis que nous avons publié cet ouvrage, on va dire la notion de ménagement trouve sa place, au point qu'aujourd'hui, y compris au ministère et à la direction qui est en charge de l'aménagement du territoire, on dit oui, on aménage le territoire, ils ne peuvent pas dire autre chose, puisque c'est leur raison d'être, on aménage le territoire, mais en ménageant les territoires. Cette compréhension qu'il y a le territoire, mais que surtout il y a les territoires, et que l'on n'agit pas de la même manière au plus proche des territoires, c'est une clé à laquelle nous sommes évidemment extrêmement attachés.
Et bon, on aimerait que ça s'avère, quoi. Merci beaucoup Philippe. C'est une magnifique introduction pour la thématique de cette table ronde. Je vais maintenant me tourner vers Stella Gass. Alors peut-être que tu pourras rappeler ce qu'est un SCOT rapidement, mais on voit bien, Philippe Madec a présenté des évolutions très fortes de paradigme, de vision sur la question de l'urbanisme, de l'aménagement. C'est un peu ce qui se passe aussi du côté des élus locaux qui élaborent les SCOT, donc l'avenir de leur territoire pour les années à venir. Lorsque nous avons préparé, Stella, tu as évoqué, moi ce que j'ai trouvé révolutionnaire, le nouvel intérêt qu'il pouvait y avoir dans les espaces vides qui peuvent constituer l'épicentre des transitions ou de la transition, alors que jusqu'ici les SCOT ils visaient avant tout à garantir le développement, la construction, etc. Tu peux nous parler un peu de cette évolution de paradigme ? Alors en repartant déjà de effectivement ce qu'est l'outil SCOT, hein, c'est un document stratégique piloté par les élus du bloc local, donc les élus intercommunaux, et ils doivent fixer la stratégie à 20 ans de l'aménagement de leur territoire en mettant en cohérence les différentes politiques publiques. Cet outil contient une vision sur 3 axes obligatoires: l'économie en transversalité avec l'artisanat, l'industrie, l'aménagement commercial, l'agriculture au sens de l'alimentation, la forêt. Un deuxième axe sur les besoins de la population, habitat, équipement, services, mobilité. Et un troisième pilier obligatoire, intégré dans ces éléments la stratégie de transition énergétique, écologique, d'adaptation au changement climatique, et puis la reconquête de la biodiversité, puis la question de la pression sur les ressources, notamment en eau. Donc les élus ont le rôle assez compliqué de se projeter et de fixer le cadre de l'avenir des territoires sur l'ensemble de ces sujets, en s'assurant de la bonne coordination de l'ensemble de ces politiques sectorielles. Par ailleurs, ils doivent intégrer les grands défis, donc vous l'avez entendu, d'adaptation au changement climatique, mais du coup les 2 grandes trajectoires qui sont européennes et nationales, les trajectoires zéro artificialisation nette et zéro émission nette, qui nous permettent de travailler sur la décarbonation. Donc ces élus discutent entre eux avec les acteurs du territoire, négocient aussi avec les habitants le cadre de ces nouvelles trajectoires. Quand on a fait ce travail, notamment en lien avec la loi climat résilience, nos élus nous ont dit, mais finalement, si on voit ne serait-ce que la trajectoire de sobriété foncière et l'adaptation au changement climatique, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on a fait ces 60 dernières années en termes d'aménagement en France. Donc il va falloir revoir nos modèles d'aménagement. J'y reviendrai en quelques mots pour vous donner des exemples de ce que signifie pour eux revoir les modèles d'aménagement. Et on a aussi, dit il va falloir refixer des priorités. Il faut qu'on se réinterroge sur finalement c'est quoi aménager les territoires au moment de ces grands changements, notamment de transition écologique à intégrer dans l'aménagement du territoire. Et ils ont aussi convenu qu'on vivait une révolution d'aménagement du territoire. Alors, c'est quoi cette révolution? C'est d'abord des enjeux qui ont été mis en valeur, notamment au moment du Covid, sur, par exemple, la réindustrialisation en enjeu de souveraineté et aussi des missions, produire au plus près de l'endroit où on consomme, par exemple, des enjeux d'adaptation des territoires au vieillissement de la population, notamment en France. On a un gros sujet de vieillissement qui est très mal pris en charge dans le cadre des politiques publiques. On a également un sujet de mutation du commerce avec le développement du numérique. On a l'accélération des risques naturels liés au dérèglement climatique, la pression sur les ressources, je l'ai déjà évoqué, notamment en eau, des enjeux de souveraineté alimentaire ou de souveraineté énergétique. N'en jetez plus, si on regarde tous ces sujets, en plus des trajectoires annésaines, on se rend bien compte qu'il faut lever la tête du guidon et refixer ces stratégies. Donc le législateur a demandé aux élus locaux de revoir leur SCOT d'ici 2027 et tout leur PLU, donc qui décline cette stratégie d'aménagement d'ici 2028. Donc tous les élus dans les territoires, une grosse partie d'entre eux, au moins 80%, sont au travail sur ces sujets. Une grande partie a déjà commencé à voter des documents régionaux, SRADET, SDRIF, etc. et des documents locaux qui soient leur SCOT pour la stratégie, donc c'est à l'échelle d'un bassin de vie, je ne l'ai pas dit, une centaine de communes généralement, plusieurs intercommunalités ou une intercommunalité en fonction du choix des élus, et ils fixent donc ces grandes stratégies. Alors je vais m'arrêter un moment sur c'est quoi les nouveaux modèles d'aménagement des territoires pour faire le lien avec ce qui a été dit par Philippe Madec. Déjà, c'est se redemander quels sont nos besoins, repartir de la base.
Est-ce que les besoins d'aujourd'hui au regard des transitions sont ceux qu'on a regardés hier? Et notamment, il faut toujours loger les gens. On a un enjeu de donner un logement décent. On a des phénomènes de transition démographique avec beaucoup de décohabitation. Les formes de logement qu'on a produits hier, on a un gros sujet de discussion autour du ZAN. Est-ce que c'est la fin de la maison individuelle? Mais avant de se poser la question du modèle urbain de l'aménagement et des formes de logement qu'on va produire, c'est quels sont les habitants qu'on a en face de nous et de quoi ils ont besoin. Et quand on regarde la taille des ménages et l'évolution démographique de la France, on voit que la majorité des ménages, dans les années qui viennent, seront à 1 ou 2 personnes. Donc la maison, c'est un produit qui répond à une famille avec souvent plusieurs enfants. Et on a aussi des personnes vieillissantes qui sont dans ces logements de maison individuels, par exemple. Et du coup, on a des élus qui, aujourd'hui, se disent « Moi, je vais regarder le parc existant, je vais regarder la réalité démographique de mes habitants et je vais faire ma politique d'habitat en lien avec qu'est-ce qui va revenir sur le marché, parler de mobiliser l'existant, quelle va être ma politique de restructuration des lotissements existants, de leur densification, de leur évolution, aussi sur les questions énergétiques, par exemple, et comment je vais produire du logement qui correspond à la réalité de la typologie majoritaire des habitants de mon territoire. » Donc ça, c'est un premier exemple. Sur la question des mobilités, les nouveaux modèles, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce qu'on doit regarder que les déplacements pendulaires dans un territoire où les habitants vieillissent? Est-ce que la question des loisirs, la question de la culture ne mobilise pas aussi des déplacements, les déplacements scolaires? Est-ce qu'on les regarde suffisamment dans l'organisation des mobilités? Et si j'ai une population qui vieillit, elle va être plus enclin à rester dans les centralités. Et donc, mon modèle de zone périphérique, est-ce que c'est toujours le modèle sur lequel je dois travailler pour demain, alors qu'ils sont mal desservis par les transports en commun, qui concentrent aujourd'hui une grosse partie du commerce, etc. Autre sujet, la question des valeurs, revisiter les valeurs, et notamment, on produit beaucoup dans l'aménagement et l'urbanisme la question des zones économiques dédiées. On fait des zones économiques. 85% des emplois en France, ils sont dans le tertiaire aujourd'hui. Donc, on l'a dit, on a un enjeu de réindustrialisation, mais on doit s'interroger, est-ce que nos zones économiques existantes, elles sont suffisamment optimisées? Ce n'est pas le cas, elles ne sont pas très denses, pas tellement construites en hauteur. Il y a un certain nombre de sujets qu'on peut revoir, et donc nous, on accompagne nos élus pour leur dire, est-ce que les activités qui sont en zone dédiée aujourd'hui ont vocation à y être? Quand on a un hôtel d'intercommunalité dans une zone économique dédiée, est-ce que c'est le bon sens? Quand on a un service de santé ou un notaire, par exemple, est-ce qu'il a vocation à rester dans cette zone, ou est-ce qu'au contraire, on devrait l'accompagner pour revenir dans des centralités, pour les revitaliser? Est-ce que c'est intéressant de demander à chacune des entreprises qu'elle ait un petit espace vert sur lequel elle va passer la tondeuse, alors que notre enjeu, c'est la reconquête de biodiversité? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des continuités écologiques qui traverseraient ces zones économiques pour lesquelles les entreprises viendraient investir leur RSE, dans laquelle on traiterait la gestion des eaux pluviales, l'acheminement des salariés, l'ombrage, le développement d'une forme d'agriculture peut-être, etc., etc., le rafraîchissement des zones. Et on l'a testé sur des acteurs économiques, le MEDEF, la Fédération du bâtiment ou encore des agences de développement économique. Et ce sont des sujets qui aujourd'hui trouvent écho chez des acteurs. Et quand on fera les zones dédiées économiques du futur pour l'industrie, on reverra ces questions. La question de la densité, qui nous fera sûrement discuter tout à l'heure, sur lesquelles on s'est beaucoup penché parce qu'elle crée beaucoup de débats dans la population et auprès des élus. Et donc, on a essayé de se demander à l'ère des transitions et du réchauffement climatique avec des villes à 50 degrés, c'est quoi la densité demain? Et donc, on s'est dit déjà, c'est un urbanisme de contrepartie. Si je fais évoluer mon quartier et que je rajoute des bâtiments, il va falloir que je m'interroge, qu'est-ce que vont gagner les habitants qui y sont déjà? Comment je vais intégrer ces nouveaux bâtiments? Et donc, on s'est dit, la densité, c'est pas que la densité du bâti, c'est aussi la densité des usages. Est-ce que dans les mètres carrés que je vais produire, je peux rajouter des services aux personnes? Exemple, on parlait du vieillissement de la population. Vous le savez, on a une explosion de l'Alzheimer en France. On a beaucoup d'aidants qui accompagnent ces personnes pour le maintien à domicile. Est-ce qu'on est capable de rajouter un service de jour pour faire du répit pour les aidants? Et donc, je mets un bâtiment, je garde le rez-de-chaussée et je fais un nouveau service pour les habitants du quartier et ça sert à des gens qui ne vont pas utiliser le bâtiment. C'est un exemple. Donc cet urbanisme de contrepartie, il est aussi en contrepartie sur d'autres sujets. Densifier la nature en ville, travailler à rafraîchissement, désimperméabiliser, rajouter des raccourcis. Si je reprends une friche en cœur urbain et que je fais de nouveaux bâtiments, je restructure, est-ce que je peux m'interroger sur, pour les habitants qui habitent dans ce quartier, une petite venelle ombragée qui va permettre un raccourci pour aller à l'école, à l'hôpital, etc. Donc vous voyez une forme qui sort du projet individuel pour regarder le fonctionnement du quartier, qui négocie avec les habitants de ce quartier l'évolution de la densité dans les territoires.
Et je reviens aux espaces non bâtis. Tout le travail qu'on a fait sur l'artificialisation, il nous a appris 2 choses. La première, c'est que si on regarde l'artificialisation en France au regard de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est que le territoire français est artificialisé à hauteur de 10%. Quand je vous dis ça, vous dites « Ah bon, seulement ?» Et en fait, ça nous a inspiré 2 choses à la Fédération des Scots. Le premier, c'est qu'on regarde trop en aménagement, en urbanisme, ce qui est construit et à construire. Et donc, déjà, ça doit nous interroger sur la manière de faire nos documents. Et si 90% de l'espace français est bâti, non bâti, ça veut dire qu'on ne regarde pas assez, on n'a pas de projet politique pour cet espace, et notamment en lien avec les transitions. On a besoin de puits de carbone, on a besoin d'infiltrer l'eau et d'améliorer le grand cycle de l'eau, on a besoin d'améliorer la fonctionnalité des sols, on a besoin de revoir la qualité agronomique de ces territoires, on a besoin de travailler l'ombrage, on a besoin de végétaliser. Et donc, quand on se dit ça, on se dit qu'on a un projet politique à construire sur ces espaces non bâtis. On a besoin d'y construire la reconquête de la biodiversité. En aménagement et en urbanisme, on a beaucoup, dans le Code de l'environnement, protégé des espaces, notamment les espaces les plus qualitatifs en termes de biodiversité, les trames vertes et bleues, les zones Natura 2000, les SNIEF. Et on ne s'est pas posé la question ni de la qualité de ces espaces aujourd'hui, est-ce qu'on peut leur faire refaire du gain écologique? Et en plus, on a mis toutes nos mesures compensatoires sur ces espaces de qualité plus en matière de biodiversité. Donc nous, ce qu'on dit à nos élus, c'est 1, construisez une stratégie écologique territoriale sur l'ensemble de l'espace qui est non bâti, et essayez de penser reconquête de biodiversité, adaptation au changement climatique. Merci Stella, c'est très clair. Merci d'avoir rappelé aussi la question des besoins. Je me permets d'ajouter juste une chose, c'est qu'en matière de construction, on regarde beaucoup les besoins immédiats. On ne raisonne pas forcément besoin sur la durée de vie du bâtiment qu'on construit. Et si on ajoute la question démographique en France et en Europe, on sait que la population s'effondre à partir de 2045, en France et en Europe. Par contre, ce qu'on construit aujourd'hui va beaucoup plus loin que 2045. C'est la pyramide des âges, hein, c'est juste le papy-boom qui s'en va. Tout ça est parfaitement documenté et pourtant, on continue de présenter le besoin de logement comme devant répondre à l'immédiateté des 10 ans qui viennent, mais on va construire pour 80 ans. Que va-t-on faire de ce bâti un peu partout qui n'aura plus d'habitants à l'intérieur? Je me permets de relancer cette question du temps. Des besoins. Il y a les besoins immédiats auxquels il faut absolument répondre, mais les conséquences de la réponse à ces besoins ne doivent pas obérer l'avenir qui aura des besoins différents. Alors, Laurent Germain, Aegis est un groupe présent partout dans le monde. Vous avez une vision mondiale de ces enjeux. À l'origine, je devais vous interroger sur notamment l'évolution de l'urbanisme et de l'aménagement par rapport aux risques et les outils qu'une grande société d'ingénierie comme Aegis propose aujourd'hui pour garantir la sécurité et la pérennité des investissements. Mais en même temps, vous êtes très intéressé par les sujets de densité. Et comme Stella a lancé la question de la densité, comme vous voulez, soit on parle de risque, soit on parle de densité, mais en tout cas, la parole est à vous. Écoutez, je propose de parler des deux et de peut-être remettre la question dans le contexte actuel. Quel est-il? C'est que 2024 a été l'année la plus chaude dans la décennie la plus chaude. Et avec donc des conséquences du changement climatique sur les villes et sur les infrastructures qui deviennent de plus en plus massifs, à la fois dans les dégâts qu'ils entraînent, à la fois dans le coût qu'ils entraînent, 650 milliards d'euros de coûts depuis maintenant 40 ans dans l'Union européenne liés aux effets du changement climatique. Quelle est la conséquence? C'est que la problématique de l'adaptation revient, je dirais, au premier plan, alors qu'il y a encore quelques années, c'était la problématique des décisions prises en matière d'aménagement et qui ont des conséquences sur les émissions carbone qui étaient regardées de façon prioritaire. Et donc, c'est quelque chose, je pense, de tout à fait fondamental, qui est qu'aujourd'hui, c'est l'adaptation au changement climatique qui, compte tenu du fait qu'il est peu probable que nous puissions revenir à 1,5 degré d'augmentation du réchauffement climatique, je dirais, qui vient au premier plan. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique évidemment qu'on travaille sur les ouvrages existants. Et donc on travaille aussi dans les ouvrages existants de la ville. Et effectivement, quelle est la situation? Alors, quelle que soit la définition qu'on donne à l'urbain, et j'ai bien entendu évidemment ce que disait Philippe, les mathématiques sont quand même têtues.
que va-t-il se passer en France? La population française va passer de 65 millions aujourd'hui à 70 millions, même si le taux de fécondité baisse, à l'horizon 2050. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que même après le Covid, ce sont les métropoles qui continuent à gagner de la population. Pas forcément les plus grandes villes de France comme Paris, Lyon, Marseille, mais les métropoles. En même temps, on veut, et c'est bien naturel pour ménager le territoire, réduire l'artificialisation. La conséquence, me semble-t-il, c'est qu'il faut aller vers des villes beaucoup plus verticales, d'abord en utilisant le bâti existant, et puis en libérant des espaces pour réintroduire la nature en ville. Et donc, un choix de politique publique très fort serait effectivement un choix en faveur de la verticalisation des villes. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les classements internationaux sur les villes dans lesquelles la population déclare être la plus satisfaite en matière de conditions de vie, ce sont en très grande majorité, dans le top 10, des villes canadiennes, des villes suisses, des villes scandinaves qui ont fait le choix de la verticalité. Alors qu'est-ce que ça, la verticalité, je dirais, apporte en termes de ménagement du territoire? D'abord, évidemment, utilisation de l'espace. Premier gain lié à la verticalité. Deuxième gain lié à la verticalité, ça permet évidemment une proximité des services, puisqu'au sein d'une même, je dirais, habitation de grande hauteur, vous pouvez avoir des espaces médicalisés, vous pouvez avoir évidemment du loisir, vous pouvez avoir un espace commercial, et donc c'est, je dirais, la matérialisation de ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, et même fondamentalement moins du quart d'heure. Ça permet aussi d'utiliser je dirais des matériaux de temps en temps qui permettent de faire des économies d'énergie et de construire effectivement des bâtiments qui sont moins consommateurs et moins des passoires thermiques que leurs prédécesseurs. Donc voilà, c'est un choix de politique publique qui évidemment est extrêmement lourd, qui structure, je dirais, ce que seront les villes de demain, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'ai une conviction extrêmement forte en matière de verticalité. Ensuite, s'agissant donc de comment est-ce qu'on fait face aux risques futurs liés au changement climatique, il faut évidemment concevoir les ouvrages, que ce soit les bâtiments ou les infrastructures, différemment. Alors comment différemment? Il faut, et c'est ce que nous faisons chez Aegis, faire de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'avant, pendant la phase de conception, je dirais, des bâtiments et des ouvrages, on prend en compte l'ensemble des problématiques sur les émissions carbone, sur l'atteinte à la biodiversité et potentiellement les mesures de compensation en matière de biodiversité et en matière évidemment de résilience au futur changement climatique. Pour cela, on doit utiliser non pas les données passées et faire la compilation de ce qui s'est passé climatiquement dans les 30 dernières années, mais bien les phénomènes qu'on anticipe dans le futur. Et c'est pourquoi l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'ingénieur. J'entends beaucoup parler de l'intelligence artificielle, les gens sont très concentrés là-dessus et je pense que ça aura des conséquences majeures effectivement dans les économies. Néanmoins, s'agissant de l'ingénierie et du rôle de l'ingénieur dans la société, il est clair que l'intelligence artificielle jamais ne remplacera un ingénieur pour la simple et bonne raison que, pour l'exemple que je viens de citer sur la résilience, il faut s'interroger sur les données climatiques qui seront celles de dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et non pas ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. C'est un exemple de ce que nos ingénieurs prennent en compte lorsque soit ils adaptent les ouvrages existants, soit ils conçoivent les ouvrages, je dirais, futurs. On a beaucoup parlé de la France, quelques quand même ordres de grandeur pour que vous puissiez voir l'ampleur du phénomène. Quand on s'interroge sur quelles sont les villes les plus peuplées en 2100 sur la planète, vous avez la référence des villes les plus peuplées aujourd'hui, Tokyo, Mexico, qui sont des villes qui sont autour de 25 millions d'habitants. En 2100, les villes les plus peuplées se situeront en Afrique. Ce seront Kinshasa, Dar es Salaam, Lagos. Ce sont des villes qui feront 70 millions d'habitants. Évidemment, l'enjeu en matière de ménagement, je dirais, des territoires prend une toute autre ampleur dans ces territoires-là. Si on prend l'exemple de la ville de Lagos, il est estimé que 30% des bâtiments existants de cette ville, qui est une ville côtière, sont aujourd'hui en danger lié au changement climatique. Dans un contexte, évidemment, où ces pays ont beaucoup moins je dirais, de financement pour pouvoir, je dirais, s'adapter et donc ménager leur territoire. Donc évidemment, l'exemple français est très intéressant, mais il ne faut pas oublier que c'est une problématique qui prend une toute autre ampleur dès lors qu'on passe dans d'autres géographies.
Merci beaucoup pour cette ouverture internationale. Alors, comparaison n'est pas raison, mais on va passer de Lagos à Laval. Et monsieur le maire de Laval, président de la communauté d'agglomération de Laval, justement, ce qui est intéressant avec le territoire de Laval, c'est qu'on est sur cette question de l'urbain-rural, à la fois avec une ville et avec des zones plus rurales. Je crois que toi aussi, tu re-questionnes cette question de la barrière entre l'urbain et le rural. Et par ailleurs, que tu mets en œuvre la verticalité qui vient d'être évoquée par Laurent Germain sur ton territoire. Donc ça, tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples. Et puis alors, si on a le temps, mais on commence déjà à dépasser le temps qu'on avait prévu, tu évoques aussi souvent la question du foncier agricole et de la difficulté que peuvent avoir les élus locaux à le maîtriser, notamment pour, par exemple, des plans d'alimentation territoriaux. Alors, c'est presque un autre sujet. On verra si on a le temps, mais peut-être au départ, urbain, ruraux, verticalité. Très bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, Laval, à ne pas confondre avec Laval au Québec aussi, pour ceux qui voyagent beaucoup. Petite ville moyenne de 50 000 habitants, finalement, pour reprendre les termes de Philippe Madec. Vous savez que la moitié des Français vivent dans des villes de 10 000 à 100 000 habitants, donc cette France heureuse dont on ne parle pas. Quoique, elle a le vent en poupe si on regarde un peu l'histoire urbaine de notre pays depuis Général de Gaulle, qui est la référence qualité-prix en ce moment quand il y a le retour de la guerre. C'était à l'époque du Général de Gaulle, Paris et le désert français. Puis les années 2000, c'était les grandes métropoles et le désert français. Et puis après Covid, on a redécouvert cette France heureuse, cette France où on vit bien, effectivement, et sans doute cette France où on a ménagé son territoire depuis très longtemps. Je pense que la question urbain-rural est assez éloignée pour l'élu local que je suis, et à la fois parce que moi je suis le rural des Parisiens, et à la fois je suis le plus urbain de mon département de la Mayenne qui fait 300 000 habitants. Le maire de Laval, quand on le voit en botte, on se dit que se passe-t-il? Donc c'est toujours une question de point de vue. Et puis à ce que j'ai écouté, je me dis mais finalement je vais faire l'éloge de l'action locale. Je pense que les élus locaux, vous avez vu, la directrice de la Fédération des Scots a rappelé l'ampleur du sujet, très éloigné du débat politico-médiatique national, de la préoccupation, même si elle est importante, de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est aussi comment on vit au quotidien sur nos territoires, dans nos villes, dans nos centres-bourgs, bref, nos hameaux. Et elle est tellement importante. Vous avez vu toutes les questions qu'on nous pose, et on dit, vous, élus locaux, il va falloir y aller et trouver des réponses. On voit bien que c'est dans le débat, comme aujourd'hui, qu'on va y arriver. Donc intéressez-vous aux élections municipales qui vont avoir lieu. Engagez-vous dans vos communes, dans vos quartiers. On a besoin de personnes qui apportent des réponses. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'ai envie de rentrer par des mots. Finalement, la première réflexion en tant qu'élu, quand on pense son territoire, on doit se questionner sur son habitabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'où on part. Est-ce que je suis sur un territoire littoral qui est en zone de risque? On parlait de l'adaptation de Lagos où 30% des bâtiments sont à risque. Même une ville comme Laval, j'ai tout un quartier qui est en zone de risque orageuse. Et vous avez vu, les orages pouvaient provoquer des inondations massives dans le Nord-Pas-de-Calais. On en a eu en Mayenne. Donc aussi, chaque territoire doit préparer sa zone de risque et c'est vraiment important. Et la notion d'habitabilité parle finalement des limites planétaires, elle parle aussi de comment on veut vivre tous ensemble les uns avec les autres, cette notion de fraternité et comment finalement on passe d'une vision 2025 à 2050. Et c'est le boulot des élus d'imaginer la vision 2050 et d'y aller petit à petit. On a trop tendance dans notre pays à dire il n'y a qu'à Faucon et pour déjà être dans 2050. Et ça, c'est quand même une notion vraiment importante. Si je vais un peu plus loin sur la notion d'habitabilité, elle questionne aussi l'hospitalité de notre territoire. Moi, j'aime beaucoup, on a souvent parlé d'attractivité, il faut être fort, il faut attirer énormément de monde. Bon, on se rend compte sur le territoire de Laval que sur ces 10 dernières années, on a attiré, pour 2 emplois industriels attirés, c'est 1 hectare d'artificialisé, et pour 4 personnes attirées, c'est 1 hectare d'artificialisé. Donc je pense qu'on n'a pas été très très bon. Et à la fois, on est bien content de nous trouver pour être le réservoir industriel de cette France puissance, puisque 25% de mon PIB local est lié à des grands industriels comme Lactalis, comme Séché Environnement, comme Thales, comme énormément d'industries que vous voyez dans la ligne de l'actualité, mais produisent bien sur nos territoires. Donc il y a toujours cet enjeu aussi, comment on partage le foncier. Et puis
Quand on parle donc habitabilité, hospitalité, se pose la question finalement contractuelle derrière. Quel contrat social et comment on fait évoluer notre contrat social de société à l'échelle locale mais à l'échelle nationale pour intégrer cette notion de risque, cette notion de nature, cette notion de réciprocité. Moi, je crois aussi à un aménagement du territoire qui part du local mais crée de la réciprocité entre les villes, entre les métropoles. Moi, j'adore signer des contrats de réciprocité avec Angers, avec Le Mans, avec Rennes, avec Nantes. Moi, je fais partie d'une ville qui est pourtant la ville-préfecture du département de la Mayenne et pourtant, je suis un territoire écartelé. Je suis interdépendant des grandes métropoles qui m'entourent. Laval, son université de rattachement, c'est Le Mans. Son CHU de rattachement, c'est Angers. Sa capitale régionale, c'est Nantes. Et pourtant, j'ai 600 navetteurs qui font Laval-Rennes tous les jours en train. Donc on voit bien qu'on a besoin de penser cet aménagement aussi par le rythme de vie et ça doit négocier un contrat social qui est différent, un contrat fiscal aussi qui doit être différent et sans doute voilà, une vision du territoire qui doit être un petit peu différente. Et puis tu me questionnais Sébastien sur la notion de ruralité. C'est vrai qu'on a trop tendance, comme ça a été très bien dit, à penser le plein, l'urbain et pas assez le vide. Moi je me rends compte que une grande majorité de mon territoire, c'est ce territoire d'espace naturel, ce territoire agricole qui est encore productif. Grâce à nos éleveurs laitiers, on a encore du bocage, on a encore, en tout cas, on est un peu, je pense, l'ouest de la France, l'orfèvrerie de l'agriculture européenne. Et on a une spécificité qu'il faut conserver. La PAC nous protège aujourd'hui d'une agriculture, si on regarde, plus on va vers l'est de l'Europe, plus on voit des grands champs, plus d'arbres, plus rien, plus de continuité écologique. Donc on a cette chance d'être questionné face à nos propres modèles agricoles. Et on voit que pourtant, le droit de préemption rural n'est pas à la main des maires. On est dans les SAFER, ces fameuses sociétés agricoles qui gèrent le foncier rural, mais moi ça me questionne. Je passe mon temps à regarder le droit de préemption urbain pour me dire allez, va falloir rénover tel commerce et préempter pour envisager la suite. Mais j'ai très peu la main, à part par les documents d'urbanisme, les SCOT, les PLUI, pour dire attention, il y a des continuités écologiques. Effectivement, il y a le petit cycle, les grands cycles de l'eau qu'il faut préserver. Donc il y a une vraie réflexion pour vous toutes et tous, pour ceux qui s'intéressent à la ville, mais aussi à l'aménagement du territoire, de penser cette ruralité, loin aussi du débat sur le monde agricole. Je vais vous donner ma lecture en une phrase. Sans doute, l'incompréhension politique du moment, c'est de penser que les agriculteurs sont d'abord des protecteurs de l'environnement. On aimerait tous que ce soit, mais c'est d'abord des acteurs économiques. Et c'est ça qu'ils réclament, c'est d'être des acteurs économiques et ensuite de leur donner les moyens d'être protecteurs de l'environnement. Mais vous ne pouvez pas demander à Aegis d'être d'abord protecteur de l'environnement. Son métier, c'est effectivement, certes, il y a une volet adaptation des infrastructures, mais il y a quand même un peu de construction carbonée, ou à Bouygues, vous allez parler, mais je pense qu'on ne peut pas demander à des entreprises d'être d'abord, même si il faut trouver le chemin de la transition et de la transformation. Voilà, et sur la densité, je voulais réagir aussi, mon petit rapport d'étonnement. Moi, je suis un jeune élu depuis 2020. Sur la verticalisation, moi, j'ai toujours été très étonné de mes zones d'activité économique et industrielle. Je pense que la verticalisation, elle doit commencer là, par ces zones industrielles qui sont des zones pavillonnaires. C'est hyper vertical, c'est très peu en grande hauteur. Oui, c'est très horizontal, pardon. Et donc, je pense qu'on préfère travailler dans des usines à étages, si c'est possible. Et là, on a besoin de l'ingénierie française, du savoir-faire français pour le rendre possible et à un coût acceptable. Je pense qu'il y a un véritable enjeu avant de se chamailler sur, effectivement, le logement et de se dire est-ce qu'il faut vivre dans des logements de très grande hauteur. Donc on voit bien qu'on peut prendre le prisme un peu différemment et je suis très heureux d'être sur cette table ronde en tant qu'élu local. Je crois que le pragmatisme, la noblesse de la politique, elle vient aussi du local. En tant qu'élus locaux, on est confronté au réel en permanence, aux contradictions, aux controverses et c'est ce qui fait avancer le débat public aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être d'accord, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on n'a pas les mêmes visions du monde, mais au bout d'un moment, il faut quand même agir et avancer ensemble et c'est ce que nous permet, je pense, ces communes, ces intercommunalités, quand on définit des grands plans d'urbanisme, on se pose de grandes questions. Voilà, en tant que grande personne, on se pose de grandes questions pour reprendre la référence au Petit Prince. Et voilà, donc intéressez-vous, je le redis, à la vie locale, à vos élus locaux, soutenez-les dans leurs controverses. Et moi, je me réjouis qu'il y ait des collectifs qui s'opposent à la politique qu'on mène et qu'il y ait du débat. On a, je pense, l'alimentation de la démocratie. Bref, je vais très loin, mais voilà ce que je pouvais vous partager à la lecture de ce que j'ai entendu. Merci beaucoup. Et du coup, je te prends au mot. Un promoteur immobilier, c'est d'abord un acteur économique ou un protecteur de l'environnement et comment se fait-il qu'un promoteur immobilier s'intéresse à la biodiversité? Magnifique question.
Alors, je pense déjà, premièrement, la biodiversité, aujourd'hui, on a la conviction en tant que promoteur immobilier que c'est un levier au ménagement du territoire, un levier aussi à l'adaptation des villes au dérèglement climatique. Et donc aujourd'hui, il faut considérer un bâtiment et sa parcelle presque comme un outil d'adaptation. Sur une parcelle, il peut y avoir des arbres. On sait que les arbres, ça peut rafraîchir de la température vécue. Sur la parcelle, il peut y avoir des noues, il peut y avoir de l'infiltration à la parcelle. Ça permet à une collectivité de se déconnecter du réseau. Ça peut permettre d'absorber des pluies centennales. Et donc, il y a une vraie, il y a une vraie contribution aussi des acteurs privés à ces sujets-là, d'autant que vous savez que dans les villes, il peut y avoir jusqu'à 70% des espaces verts qui sont d'ordre privé. Donc, si les acteurs économiques s'y mettent pas, on n'arrivera pas à des résultats globaux pour tous. Alors, ceux qui ont eu je dirais l'intuition de ça il y a déjà 10 ans, c'est le CIBI, donc cette association Conseil international biodiversité et immobilier que je préside. J'ai la chance de présider depuis juste 2 ans. Et il y a 10 ans, ils se sont dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut croiser ce monde des gens qui font la ville, les opérateurs urbains, les maîtres d'ouvrage, les Veolia, etc. Et puis les experts du vivant, les écologues. Écologue, c'est vraiment le médecin généraliste du vivant, les hydrologues, les pédologues. Qui sait ce que c'est qu'un pédologue dans cette salle ? Ah, pas mal. Pédologue spécialiste du sol et non pas des pieds. Voilà. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on croise absolument ces deux mondes. Et en effet, croiser ces deux mondes, c'était extrêmement fécond. Ça permet d'acquérir une culture qui est absolument importante pour exercer nos métiers. Et puis, ils se sont dit, on va le faire, mais de manière pragmatique. Et on va créer un référentiel, le référentiel Biodiversity, qui s'applique à l'îlot bâti, mais aussi aux quartiers. Il y a des quartiers Biodiversity ready, et qui va permettre en fait d'embarquer une démarche pour mettre au cœur des projets immobiliers et des projets d'aménagement de la biodiversité, avec notamment dans les équipes un écologue urbain. Et ça aussi, c'est assez nouveau. L'écologue urbain, c'est un métier qui a à peu près 10 ans, parce qu'on ne pensait pas qu'on oppose le rural et l'urbain, et ben on ne pensait pas qu'on pouvait faire des choses avec un écologue urbain. Donc voilà, donc le CIBI a progressé comme ça, et je dirais, pour répondre à ta question, que les maîtres d'ouvrage les plus engagés, ceux qui ont commencé il y a 10 ans, et ben ils ont commencé par ça, par l'excellence, faire labelliser des projets, mettre des écologues urbains, et essayer d'avoir des projets d'excellence sur le sujet. C'est une démarche qu'a eu Bouygues Immobilier, même avant mon arrivée, il y a quelques années. Aujourd'hui, je dirais que faire de la biodiversité dans les projets immobiliers, ce n'est pas juste une approche d'excellence, il faut le faire de manière beaucoup plus systématique. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'est attaqué il y a maintenant 3 ou 4 ans chez Bouygues Immobilier, en disant climat et biodiversité, même urgence, même combat. Et donc toute la réflexion qu'on a eue, c'est ok, très bien, mais quand on construit, qu'est-ce qu'on peut faire de manière systématique sur les projets pour faire attention à cette biodiversité? Alors, en regardant, en discutant avec des écologues, on est arrivé à 3 réflexes. C'est là que je vais sortir mon fameux CBS, je pourrais dire ce que c'est. 3 réflexes. Le premier, mettre un écologue au départ de chaque projet, au moins un diagnostic écologique flash. Tous les fonciers peuvent avoir des propriétés en matière de biodiversité. Donc, imposer ce diagnostic, même quand il n'est pas obligatoire. Deuxièmement, travailler la proportion de surface perméable et végétale au sol, au mur, en toiture. Et c'est ça le fameux CBS, coefficient de biotope par surface. Et en la matière, alors il y a des collectivités qui se sont appropriées cette mesure. C'est pas la même d'une collectivité à l'autre, même si on travaille à harmoniser les calculs. Et donc, c'est là que vous voyez que la question de la mesure en biodiversité, elle n'est pas du tout aussi mature qu'en question de bas carbone, où tout le monde connaît le bilan carbone. Nous, on se l'est approprié, on s'est dit, voilà, comment je pousse ces surfaces plus végétales et perméables sur mes opérations. On a donné des scores à atteindre aux équipes. Et puis, quand il y a une surface au sol, on s'est dit, profitons de cette surface pour ne pas faire un green de golf planté avec 2 arbres qu'on fait parce qu'il nous reste 3 € et 3 minutes pour finir le projet urbain, mais travaillons, mettons à l'agenda un vrai jardin qui rafraîchit, un jardin qui a une esthétique plutôt libre et maîtrisée parce qu'il accueille de la biodiversité. Et ça va être un vrai apport sur les villes. Et on peut pas densifier la ville sans penser aussi à ces espaces-là qui demain seront peut-être des espaces de refuge pour se rafraîchir, qui doivent d'ailleurs être ouverts. Et donc il faut une intensification de ces espaces-là dans le milieu urbain. Je fais juste un petit détour en disant que la loi ZAN et toutes les propositions autour de la loi ZAN ne considèrent pas aujourd'hui ces espaces comme non artificialisés. C'est des espaces artificialisés. Et donc aujourd'hui, en ville, un jardin de plus de 2500 m² publics peut être non artificialisé, pas un jardin en cœur d'îlot. Moi, je pense que les promoteurs immobiliers, on a vraiment un rôle à jouer dans le net, dans l'atteinte du net que doivent atteindre les collectivités, et que peut-être demain, il serait bon de comptabiliser aussi ces espaces-là, et ça nous pousserait peut-être à en faire plus. Voilà. Et puis pour finir,
j'élargis un peu le propos parce qu'on a beaucoup parlé aussi de reconstruction de la ville sur la ville. Évidemment, faire aujourd'hui de la biodiversité en promotion immobilière et en aménagement, c'est aller faire de la régénération urbaine. On a sorti notre livre blanc. Voilà, pourquoi et comment régénérer la ville. On l'a sorti là juste au MIPIM. On se rend compte que faire ça, c'est quelque chose d'exigeant. Il faut des compétences spécifiques, techniques, environnementales. Il faut des partenariats aussi financiers. C'est des opérations qui sont plutôt lourdes. Mais finalement, notre métier, il va aller de plus en plus vers ça. Aujourd'hui, il y a des espaces logistiques. Il y en a énormément. Je crois 24 000 à 32 000 en France qui vont se convertir petit à petit. Et nous, on est le type d'acteurs qui viennent les convertir. On a 11 000 hectares de friches. 90 000 hectares de friches, 11 000 friches référencées dans Cartofriches. Et donc, chez Bouygues Immobilier, on va de plus en plus sur ces espaces-là, reconversion de friches, d'entrée de ville. Je donnerai peut-être quelques exemples plus tard. Et on sait que quand je calcule mon fameux CBS, coefficient de biotope par surface, je me rends compte que moi, promoteur immobilier, en fait, je renature, en 2024, j'ai renaturé jusqu'à plus de 35% des surfaces sur lesquelles j'opérais. Et voilà. Et donc, c'est ça, je trouve le petit pied de nez un peu amusant, c'est qu'aujourd'hui, faire de la promotion immobilière, c'est aussi renaturer, c'est aussi désimperméabiliser, aussi replacer des jardins en ville. Merci beaucoup, Olivia. On va passer du coefficient de biotope par surface au rôle des bars tabac dans le lien social de proximité, parce que le lien social, c'est extrêmement important aussi pour le ménagement des territoires. Au-delà de la boutade, Jean-Laurent Casselli, jusqu'ici, on a eu le point de vue de l'architecte, le point de vue de l'élu local, le point de vue de l'ingénieur, le point de vue du promoteur, le point de vue de la géographe. C'est un peu jargonnant tout ça pour le grand public, pas pour la sphère professionnelle bien évidemment, mais pour le grand public, les sujets qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, comment sont-ils perçus? Et toi qui gères un bureau de tendance sur les modes de vie, j'ai trouvé très intéressant cette note qui a été publiée récemment sur le rôle des bars tabac dans le lien social de proximité. On parle beaucoup du lien social comme un vecteur de ménagement des territoires, et d'ailleurs qui remet un peu en cause la logique parfois un petit peu, comment dire, je vais dire un anglicisme, bullshit word, excusez-moi, je ne sais pas comment le dire autrement. On parle beaucoup des tiers-lieux qu'on le veut en poupe, mais finalement les tiers-lieux, ils existaient bien avant qu'ils s'appellent comme ça, et il y en a partout. Bref, que peux-tu nous dire sur cette façon dont on pourrait déjargonner le ménagement du territoire ? Alors merci Sébastien de me donner la parole. Je vais peut-être laisser un peu de côté mes bars tabac qui sont un peu mon sujet chouchou du moment pour celles et ceux que ça intéresse. Vous pouvez télécharger l'étude en ligne, elle est accessible, mais j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais je voudrais surtout rebondir sur ce qui a été dit. Déjà, c'est vrai je trouve qu'on est une table et un public de bon niveau, puisque tout le monde connaît sait que ce qu'est un Scott, un PLU, et tout le monde a lu Heidegger, si j'en crois Philippe, donc on est bravo à nous tous. Par ailleurs, c'est vrai, tu l'as dit Sébastien, que dans le monde de la ville, du discours sur la ville, on a souvent tendance à être un peu entre nous et donc à employer des notions qui sont un peu complexes, et c'est normal. Et peut-être que, mon rôle un peu de journaliste ou d'ex-journaliste, c'est peut-être de simplifier, mais d'incarner un peu les choses. Et je vais rebondir sur ce qui a été dit, notamment sur la densité, sur l'exode urbain, l'exode rural. Vous savez qu'il y a eu un phénomène qui, pour le coup, n'est pas passé inaperçu, qui est le Covid et la pandémie de 2020-2021, qui a mis justement les villes à l'arrêt et qui a produit tout un discours sur l'exode urbain, c'est-à-dire que le fait que les citadins coincés dans leurs petits appartements ont tous tenté de partir à la campagne chez leurs parents, leurs beaux-parents ou dans une location en fonction de leurs moyens et de leurs possibilités. Et en fait, ça a été assez bien mesuré, chiffré, notamment grâce aux données de téléphonie mobile. Donc on sait que des centaines de milliers, par exemple, de gens ont quitté la région parisienne. Ça a été vraiment extrêmement massif. Ça a été un mouvement éphémère, mais ça a été comme un grand départ de grandes vacances, mais un peu plus tôt dans l'année. Et donc, à partir de ce moment-là, et aussi en lien avec la crise politique des Gilets jaunes dont Philippe a dit un mot, qui était une crise qui a été très vite spatialisée. On a très vite parlé des Gilets jaunes comme de la révolte des ronds-points, de la révolte de la France périphérique, des petites et moyennes villes. Donc il y a eu vraiment ces deux phénomènes, politiques, sociaux pour le sanitaire, pour le Covid, sont arrivés coup sur coup et ont un peu, je dirais,
clos une parenthèse qui était la parenthèse du tout métropole. Et ce qu'on peut dire quelques années après du Covid, c'est qu'évidemment, tous les Parisiens ne sont pas partis dans le centre de la Mayenne, par exemple, chez Florian ou autour, mais on sait qu'en revanche, il y a eu quand même si certains viennent et sont attirés par le centre Val-de-Loire, on sait qu'il y a eu plutôt des mouvements, soit à l'intérieur des grandes villes, soit entre les villes, par exemple des Parisiens qui vont à Angers ou à Laval plutôt que dans un petit village. Et puis, je voulais aussi revenir sur la notion de métropole, parce que ce que disait Laurent sur le fait que les villes attirent, c'est vrai aussi dans les pays en développement, mais nous, quand on dit en France, ou selon la définition INSEE, les métropoles attirent des habitants, attention, parce que ce qui attire des habitants, c'est plutôt les couronnes périurbaines qui sont autour des métropoles. Et je vais vous donner un exemple très très concret de là où je viens, qui est la métropole d'Aix-Marseille. Dans la métropole d'Aix-Marseille, comme son nom l'indique, il y a Aix et Marseille. Donc là, vous imaginez, en fonction de vos préférences, de votre tropisme, plutôt le cours Mirabeau ou plutôt la Canebière. Mais en tout cas, c'est pas que ça, la métropole Aix-Marseille. Hein. C'est Aubagne. Je ne sais pas si vous voyez, Aubagne, la ville de Marcel Pagnol. C'est pas les tours, c'est pas le quartier de la Défense. Hein. C'est des lotissements pavillonnaire. Certes, il y a un centre-ville, mais la plupart des gens habitent autour. Il y a Carnoux en Provence. Carnoux en Provence, entre Cassis et Marseille, là où j'ai grandi, c'est pas une métropole. Enfin, c'est dans la métropole, mais c'est pas la région parisienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc attention aux définitions et au discours sur le tout urbain, le tout métropolitain. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est vrai que c'est un peu le défaut qu'on a aussi dans la manière dont on découpe les territoires en tranches ou en strates, et on est obligé de le faire pour des raisons de mesure, mais les gens, ce qu'ils voient plutôt, c'est l'échelle de leur quartier, l'échelle de peut-être de leur commune dans les zones rurales. Mais en tout cas, ces notions-là, elles sont un peu abstraites et surtout, elles sont un peu trompeuses. Parce que je pense que là, si on sortait de cette salle en se disant tout le monde veut habiter en ville, tout le monde veut de la densité, tout le monde veut habiter dans la ville, dans la ville du quart d'heure, je pense qu'on passerait un peu ou beaucoup à côté de la réalité, qui est qu'aujourd'hui, 75% des gens, ils vont au travail en voiture. Un Français sur deux, il habite en maison individuelle. La plupart des gens habitent certes dans des villes, mais Philippe l'a très bien dit, pendant très longtemps, l'INSEE nous a un petit peu induit en erreur avec sa définition des 2000 habitants et de la continuité urbaine. On sait très bien que dans une commune de 1000 ou même 7500 habitants, on n'habite pas en ville. Enfin, on habite en ville, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec la réalité d'une grande ville, d'un grand centre urbain avec ses banlieues, avec, par exemple, quand vous partez de Paris, vous savez qu'avant de quitter le bâti aggloméré, il faut quand même 15-20 minutes de train parfois ou de voiture pour y arriver. Donc vous êtes quand même très très loin, vous êtes dans des réalités qui sont très, très diverses. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus et je pense qu'on est un peu, depuis ces événements marquants, Gilets jaunes, Covid, on a un peu quitté ce soft power du tout urbain pour aller vers un peu la revanche qu'on appelle maintenant un peu la revanche des territoires, la revanche des périphéries. Alors d'un excès, on pourrait basculer vers l'autre et oublier que beaucoup de gens continuent à habiter dans les villes. 12% des gens habitent dans la région parisienne, donc c'est conséquent. On sait que par exemple les mouvements de RER, ça fait partie des mobilités les plus importantes du pays. Tous les matins, c'est des millions de gens qui prennent les différentes lignes de RER. Donc c'est aussi une réalité. On est dans cette France un peu complexe, d'autant qu'il y a des gens qui sont plutôt fixes, qui habitent un endroit et qui ne quittent pas beaucoup, mais la plupart des gens, ils ne vivent pas comme ça. La plupart des gens, ils alternent entre plusieurs communes, entre plusieurs territoires, parce qu'ils déposent leurs enfants à l'école, ils vont travailler quelque part, ils font leurs courses encore ailleurs. Nous, dans le livre qu'on a écrit avec Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, on cite l'exemple des boulangeries de rond-point. Vous savez, vous le savez peut-être pas si vous êtes justement dans un cœur de grande agglomération, mais sinon, vous savez que depuis 15-20 ans, la France a été maillée d'un nouveau type de commerce. Alors, c'est pas les bars tabac qui sont plutôt dans les centres-villes, mais c'est les boulangeries de périphérie qui ont calqué leur modèle sur la grande distribution, c'est-à-dire que c'est des boulangeries de grande capacité, accessibles avec parking, sur les flux en fait automobiles, donc en bord de route ou sur les fameux ronds-points. Et en fait, ces boulangeries, il y en a le leader, Marie Blachère, en a plus je crois, de 200 ou 300. Mais en tout cas, c'est un phénomène incroyable qui a complètement changé la cartographie un peu commerciale des territoires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens se déplacent et c'est sur leur déplacement qu'ils vont acheter leur pain et pas forcément dans le cœur du petit village ou pas forcément dans le quartier de ville. Donc là aussi, on a parfois des notions qui sont un petit peu anciennes ou un petit peu décalées. Et voilà, peut-être pour finir juste sur l'habitant et
et là où les gens ont vraiment envie d'habiter, toutes les études, et Dieu sait que les promoteurs sont friands de ce genre d'études, donc on a beaucoup de chiffres, on sait ce qui se passe, et malgré tout, c'est vrai que le tropisme petite ville, alors on dit plutôt ville à taille humaine maintenant que ville moyenne, mais ville à taille humaine, bourg, c'est ce qui attire la majorité des gens, c'est-à-dire finalement pas la campagne, pas le petit village complètement isolé, hein, mais pas non plus la mégalopole. Avec tout ce qu'elle charrie aussi comme imaginaire négatif lié à la densité, lié à la cherté aussi. On n'a pas parlé du coût de l'immobilier, mais la raison pour laquelle ce desserrement urbain, comme disent les spécialistes, continue de se produire, c'est parce que les centres aussi de ces métropoles sont chers, pour une qualité de vie qui est souvent assez médiocre. Hein. Et donc, le choix, les gens votent avec les pieds, en quelque sorte, comme on dit, et choisissent plutôt cet urbanisme de périphérie, en tout cas d'équilibre. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans toutes les études qui sont menées, c'est marrant parce que les gens sont pleins de paradoxes. Ils vous disent souvent j'ai envie de vivre dans une ville à taille humaine avec une forêt ou un accès à la nature pour promener mon chien, mais en même temps je veux un accès aux services, à un hôpital, à des emplois. Et c'est pour ça que finalement ce qui s'est passé dans l'après-Covid, et j'en terminerai là, c'est ni la revanche de la campagne, ni le retour ou comment dire l'aggravation du phénomène d'hyperdensité. C'est plutôt cet entre-deux très français qu'on voit dans beaucoup de territoires à l'échelle des fameux SCOT d'ailleurs, hein, c'est cette ville un peu éparpillée, assez peu dense que les urbanistes, les architectes, les promoteurs essaient un peu de réorganiser, voire de densifier, parfois de manière harmonieuse, et je crois que Philippe a des exemples là-dessus aussi à nous donner, et parfois d'une manière un peu plus, comment dire, décalée par rapport aux attentes, aux aspirations des habitants. Merci beaucoup, Jean-Laurent. Alors, j'ai choisi de ne pas vous couper alors que vous dépassiez tous votre temps d'intervention, donc on est un petit peu à la bourre. Néanmoins, avant de garder un temps pour des échanges avec la salle, je voudrais vraiment qu'on puisse faire un deuxième tour avec des exemples. Des exemples, cette fois, de concrets, d'outils, de politiques publiques, de réussite, de quelque chose qui... Je voudrais bien que les participantes et les participants dans cette salle repartent de cette session avec des exemples inspirants et positifs qui montrent qu'on a des solutions pour répondre à ces différents enjeux. Alors, je vais commencer... Alors, par contre, je vais vous demander de donner ces exemples le plus rapidement possible, en quelques phrases seulement, un peu plus court que ce qu'on avait prévu initialement. Je vais commencer par Stella. Il y a notamment 30 SCOT qui sont volontaires aujourd'hui pour placer la régénération de la biodiversité comme objectif. Et je crois que tu avais un deuxième exemple à donner avec celui-ci. Vas-y. Oui. Alors, effectivement, on participe avec l'OFB au projet Live France Biodiv. Et donc, on accompagne une trentaine de SCOT qui se sont portés candidats pour travailler sur la stratégie écologique territoriale sur les espaces non bâtis dont je vous parlais et la reconquête de biodiversité, que ce soit dans l'enveloppe urbaine ou en dehors. Et donc, on a des territoires comme on parlait d'Aix-Marseille-Provence qui a postulé. On a d'autres territoires plus ruraux. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la démarche, c'est qu'on voit des territoires très avancés où ils ont déjà des éléments de stratégie, où ils veulent aller sur l'intégration des sols dans la planification, sur l'identification des zones préférentielles de renaturation. Et donc, ils vont aller sur de la mise en œuvre très concrète. Et d'autres territoires où les élus ont envie de construire des stratégies. Et donc, on va les accompagner sur c'est quoi une stratégie écologique territoriale, comment je coordonne ça avec l'ensemble de mon projet d'aménagement et qu'est-ce que je mets comme action de mise en œuvre. Et on a des territoires où ils ont déjà travaillé sur, par exemple, la résilience dans l'enveloppe urbaine et du coup, les espaces de résilience, comment est-ce que j'adapte. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce réseau des 30 SCOT, c'est qu'ils vont coopérer entre eux aussi, ceux qui sont en avance sur certains sujets. Et on s'est rendu compte en les interrogeant que partout, il y a de l'innovation, de la créativité. Ils travaillent aussi souvent avec les acteurs d'ingénierie ou les acteurs privés de leur territoire et comment on va les faire coopérer aussi pour échanger, nous poser des questions. J'ai besoin d'une solution et c'est le territoire d'à côté qui l'a. Et nous, on a un petit mot à la fédération, c'est chacun un bout de la solution. Donc, on encourage les acteurs dans les territoires à coopérer, à refaire des écosystèmes d'acteurs autour d'eux, à décloisonner aussi, parce que quand on travaille sur stratégie écologique territoriale, on ne pense pas à inviter les aménageurs et les promoteurs, les acteurs économiques de son territoire, les chasseurs, l'agence régionale de biodiversité, par exemple. Or, tous ces acteurs, ils ont une partie de la solution des sujets. On l'a vu aussi dans cette table ronde. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'était la nécessité de travailler sur la question des récits. On a accompagné 4 territoires, Lille Métropole, Maine-Saunois, le territoire du Rouennais, sur comment
en fait, on a vu les modes de vie, ils sont inscrits dans le territoire français, mais vous avez vu aussi avec ce qu'on a évoqué comme évolution qui attend l'ambition que les élus doivent mettre dans leur nouvelle stratégie, ça va percuter nos modes de vie. Et d'ailleurs, en tant qu'habitants, on est acteurs de la transformation et de la transition de nos territoires. Et donc, nous, ce qu'on appelle aussi à faire dans le travail qui est à l'œuvre, c'est de travailler la question des nouveaux récits territoriaux. Si on n'imagine pas où on va être demain, comment nos modes de vie vont être et où on doit aller, on aura du mal à embarquer, déjà à construire ces nouvelles stratégies. Donc il faut les raconter, il faut les discuter, il faut les négocier, puis il faut trouver des acteurs à qui on parle de ces nouvelles stratégies qui auront envie d'être acteurs eux-mêmes de leur mise en œuvre. Très inspirant, merci beaucoup Laurent Germain. Des exemples de votre côté ? Absolument, mais peut-être une réaction par rapport à ce qui a été dit, toujours sur l'attractivité ou pas des métropoles. On oublie en fait un paramètre absolument fondamental qui est où se déroule le développement économique. Et aujourd'hui, comme l'a rappelé, je crois, Olivia, 80% de l'activité en France est de l'activité tertiaire qui se déroule massivement, je dirais, dans les villes et dans les grandes métropoles. Et donc, penser qu'une solution, je dirais, peut aller à l'encontre du phénomène de métropolisation, ni quelque chose qui est absolument factuel, qui est que l'essentiel du développement économique d'un pays comme la France, mais même dans un pays émergent, se déroule à l'intérieur des métropoles. Alors, les exemples, un exemple très frappant qui est l'exemple de la rénovation du lycée de Bréquigny, qui est le plus grand lycée de France, pour lequel on a fait la conception de la rénovation sans d'ailleurs que les élèves sortent de ce lycée, au travers donc de l'exemple de l'éco-conception et en utilisant massivement un matériau qui est le bois et qui a permis de faire une rénovation qui aujourd'hui économise 60% de l'énergie consommée par le lycée par rapport à la situation antérieure. Et donc il y a effectivement des solutions techniques aujourd'hui extraordinairement efficaces qui permettent d'avoir un impact fort sur, je dirais, les infrastructures existantes et diminuer leur impact sur l'environnement. Merci beaucoup, c'est très clair. Florian, tu voulais réagir ? La controverse, effectivement, je suis absolument contre le fait qu'il faille laisser les lois économiques diriger notre monde. Il y a une phrase de la Bible qui dit la finance est un bon serviteur et un mauvais maître. Je pense que c'est la même chose pour l'économie et c'est la force du politique. C'est pour ça qu'on a créé un contrat social, des États avec des règles de droit. C'est notre rôle parce que sinon, là, avec la loi de l'économie, vous tuez nos centres-villes de nos villes moyennes notamment, puisque la loi économique par nature fait que les Français consomment en ligne, de la seconde main et préfèrent aller en périphérie avec leur bagnole. Donc au contraire, notre boulot, c'est d'aller contre certaines lois économiques régulées, d'où les règlements d'urbanisme. J'entends bien, hein, et c'est notre drame français, 80% du PIB français dans les grandes métropoles, mais il y a une vraie question de la valeur. Vous accordez rien à votre brique de lait fabriquée en Mayenne. Vous préférez acheter de la matière grise parisienne d'un start-upper sans opposer, j'étais à moi-même entrepreneur avant, derrière son ordinateur. Il y a en fait une décorrélation entre le prix et la valeur. La valeur économique du tertiaire est trop importante par rapport à la valeur industrielle ou agroalimentaire. Donc il y a un véritable enjeu pour le pouvoir politique de reprendre la main sur les prix et recréer la valeur là où on doit l'avoir. La valeur industrielle, la valeur agroalimentaire est une valeur très importante et ça rééquilibrera les territoires. C'est vraiment notre rôle de régulateur. Je crée exprès la polémique et de la controverse qui fait avancer le débat. Et sur les exemples, je réponds à ta question, mais il y en a énormément. Donc je vous invite surtout... Non, mais je vous invite à venir à Laval, ville laboratoire de la transition environnementale de la nature. On crée des on désimperméabilise des parkings, on transforme des friches, mais ça coûte un pognon de dingue et il y a quand même un sujet de modèle économique. On surélève des bâtiments et surtout, ma plus grande fierté, on est en train de développer la plus grande ferme urbaine de la France. Et avec un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée. On prend des chômeurs de très très longue durée, les gens qui n'ont pas travaillé pendant plus de 2 ans. On les remet dans un emploi CDI, c'est le seul outil économique aujourd'hui qui CDIse des personnes qui sont finalement en voie de réinsertion. Et on va leur faire du maraîchage. On a commencé les plantations dans un territoire, comme vous voyez, déjà très rural, enfin mi-urbain, mi-rural. C'est une aventure assez extraordinaire que je vous invite évidemment à suivre sur nos réseaux. Et puis vous verrez, en fait, il faut voir Territoire zéro chômeur, les personnes qu'on a remis sur le chemin de l'emploi, c'est extraordinaire. J'ai fait venir la présidente de l'Agirc-Arrco, qui est l'organisme des retraites complémentaires du privé. Et la présidente a questionné une des personnes salariées en disant « Vous avez quel âge, monsieur ? Vous paraissez quand même assez âgé. » Monsieur avait 64 ans. Il dit « Vous savez, moi,
Je travaille jusqu'à 67 ans, parce que j'aime ce que je fais. J'aime en fait être en lien avec les autres. J'aime l'entreprise à but d'emploi qui a été créée. Et vous voyez, on va très loin des stéréotypes qu'on peut entendre sur les chaînes d'infos. Désolé, je rentre en guerre contre ça, mais cette chaîne d'infos en continu qui donne une vision du monde qui n'est pas la réalité. On est en train de on prend les faits divers, on les met en loi universelle, alors que la vie est globalement positive. On voit pas des tirs de roquettes et des faits divers en permanence dans les rues de Paris, de Laval ou d'Aix-Marseille. Je pense il est grand temps de reprendre en main notre réalité du monde et de construire un monde meilleur. Merci beaucoup. Le débat qui vient d'avoir lieu est extrêmement intéressant sur la place de l'économie. Est-ce que l'économie est un objectif derrière lequel on doit sacrifier le social ou l'environnemental, ou est-ce que c'est un outil au service du social et de l'environnemental? C'est tous les enjeux des débats en cours. Je vous invite, si vous êtes intéressé par cette question précise, à consulter le site de France Ville et Territoires Durables, car nous développons des outils et des méthodes autour de la donut economy, mais nous n'avons pas le temps d'en parler. Je pense que vous connaissez ou que certains connaissent ici. Philippe, tu as le challenge énorme de nous présenter l'ENOE et son développement de l'autre côté de la rue en 3 minutes. Ce que je ne vais pas faire. Ah. Je ne dis pas les 3 minutes, c'est que j'aimerais quand même rebondir sur deux, 3 points qui ont été évoqués. Non, c'est jamais trop tard. En fait, la question de la tour, vous savez, la tour, c'est juste une machine à sous. Il y a des livres très bien qui ont été faits sur ça, qui s'appellent Form Follows Finance. C'est très clair tout ça. Le rapport au territoire, il ne peut pas être lié par ces machines à sous, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, le poids de l'Afrique au moment où on programmait le sommet Habitat 3, le poids de l'Afrique pour le retour des établissements humains et quitter simplement la question de la ville était lié à l'importance de la relation entre l'habitat et la production agricole. Et cette relation-là au territoire ouvert est essentielle pour aujourd'hui y repenser. De ce point de vue-là, je pense que l'aménagement du territoire, c'est d'imposer le ZAN. Le ménagement des territoires, c'est de faire en sorte que le ZAN s'adapte au territoire. Par exemple, quand vous pensez au littoral, c'est le rétro-littoral qui est concerné par le problème du littoral. Ce n'est pas le littoral lui-même. Mon atelier déplace 50% de la population d'une commune en Martinique pour des questions d'élévation du niveau de la mer, de houle cyclonique, de tous les soucis comme ça. Ce travail-là se fait avec les gens. Et évidemment, quand on déplace une population, on l'installe sur le même territoire. Et on fait un projet qui n'est pas juste un projet d'urbanisme. On le fait bien sûr avec les gens. Et tout ça, c'est leur établissement à eux qui est en train de s'installer. Et on le fait aussi dans le cadre d'un programme agricole. Il faut que la terre sur laquelle ils vont les nourrisse vraiment. Donc voilà, on ne peut pas dissocier les choses comme ça. Il faut absolument regarder la réalité des territoires, toujours des territoires habités. Notre travail aujourd'hui, ce n'est pas de réparer techniquement le monde, c'est de réhabiliter notre rapport au monde. Et réhabiliter notre rapport au monde se fait dans un monde habité, donc ça se fait avec les gens. Et juste, je vais quand même terminer sur un point. On n'a pas parlé de matière. Oui, mais enfin, là, je vais parler de matière et pas de ressources. Quand on coule 1 tonne de béton, on émet 1 tonne de CO2. Pour faire un bâtiment entièrement en béton, on a besoin pour 1 mètre carré de 800 kg de béton. C'est-à-dire que 1 mètre carré émet 1 tonne de CO2. Et qu'on peut s'intéresser à tout le reste, mais si on ne s'intéresse pas à l'évolution du bâti, on ne s'en sort pas. Donc bâtir le moins possible, réhabiliter avec le béton qui est déjà là. On ne va pas le détruire, ce serait imbécile. Réhabiliter le monde tel qu'il est là, se remettre à l'aimer tel qu'il est et lui donner un avenir, c'est notre seule manière de penser un avenir habitable. Et je suis bien d'accord sur la désirabilité du monde aujourd'hui passe par un accord ensemble vers un projet partagé. C'est Hannah Arendt qui expliquait qu'aujourd'hui, il n'est plus important de savoir qui a l'autorité, mais de savoir ce qui fait autorité. Et Hannah Arendt dit ce qui fait autorité est le projet partagé. Notre travail de réhabilitation du monde d'aujourd'hui ne peut passer que par le projet partagé. Merci beaucoup. Si vous voulez voir
ce que donne la pensée de Philippe Madec dans une opération d'urbanisme, de construction et d'aménagement, je vous invite à googliser éco-village, éco-quartier des Noé à Val-de-Reuil et vous verrez ce que ça donne concrètement et la dynamique que ça a pu enclencher à la fois sur du neuf, mais on était dans une ville nouvelle donc on avait le droit à l'extension, mais surtout dans la rénovation de l'existant. C'est une opération qui est très largement mise en avant. Olivia, quelques exemples ? Alors moi, j'avais envie de vous emmener à Toulouse sur un projet qui couple économie de territoire et peut-être introduction de la nature en ville. Et donc, c'est un projet qu'on a gagné récemment qui s'appelle dans le quartier de Basso-Combo, c'est un quartier prioritaire de la ville. Et là, tout l'ouest toulousain se rendait pour aller au casino faire ses courses et garer sa voiture sur un parking. Et demain, ce quartier-là, il sera transformé en un quartier de logement, d'habitation, très vert, puisqu'en fait le fil vert du projet immobilier, c'était le 3-30-300, c'est François Leclerc qui était à la manœuvre, 3 arbres, vus sur 3 arbres pour chacun des habitants, 30% de canopée. La canopée, c'est le taux de couverture des arbres, et donc on sait que l'ombre, c'est un des premiers vecteurs de rafraîchissement, donc 30% de canopée dans le quartier, et un espace vert à moins de 300 mètres de là. Et donc je trouve que ce projet, quelque part, il incarne un petit peu ce que peut être aussi un projet d'aménagement qui ménage le territoire. Et puis si je fais un rapide saut à Tours, j'arrive à Kipolis, reconversion des usines Gelco sur 5,5 hectares. Là, c'est un projet dans lequel on a concassé tout ce qui est toute la déconstruction pour en faire de la voirie, dans lequel on rétrocède un parc d'1 hectare à la ville, dans lequel on fait un programme mixte du logement, du commerce, des logements étudiants. Et je suis particulièrement fière de ce projet parce qu'au-delà de travailler aussi l'infiltration des eaux à la parcelle, on travaille pour une des premières fois aussi la question de la qualité du sol. Vous savez que les promoteurs immobiliers, ils regardent beaucoup la qualité des sols, mais en matière géotechnique, en matière de dépollution. Et bien là, non. Je vois la personne qui est dans mon équipe en face, là, qui s'occupe de ça. On va regarder si le sol il est vitaminé, si le sol il permet de faire pousser. Et je pense que la question de la biodiversité, c'est pas qu'une question de végétal, c'est vraiment au sol végétal. Et donc notre pédologue, voilà, et ben il va traîner ses grettes en ce moment sur ce type de projet. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre 3 questions, pas plus. En voilà déjà une. On commence par vous. Alors, vous appuyez sur le bouton rouge, s'il vous plaît. Vous posez votre question, peut-être en précisant à qui elle s'adresse. Elle peut aussi s'adresser à tous les intervenants. Et peut-être présentez-vous. Bonjour, je suis Thibaut de Monchy, porteur d'un projet de régénération urbaine pour les petites villes. J'ai fait 15 ans dans l'immobilier avant. Je salue au passage M. Casselli en tant que carnusien. Moi, je suis Estelot-Pontin, petit village dont Wikipédia ne référence même pas la population, entre Aubagne, pays de Pagnol, et Roquevert, où on a les plus belles orgues d'Europe. Au passage, on a oublié de préciser que la métropole Marseille-Aix, au-delà de Marseille, la plus belle ville du monde, Il faut vraiment aller à la question, sinon on ne pourra pas poser les autres. La question est donc adressée à M. Berco. En 40 ans, dans ce village-là, j'ai vu le primeur disparaître, la presse disparaître, le PMU disparaître, le pôle de commerce déporté sur le côté du village où tout le monde pouvait se garer. C'est la vraie vie. Je suis fasciné du courage et de l'énergie des politiques, des communes, qui ne désespèrent pas de générer de l'attractivité pour leur village et leur ville. Comment on fait? Est-ce que c'est à l'urbanisme de générer l'attractivité? Est-ce que c'est à l'économie de générer l'attractivité? Ou est-ce que c'est peine perdue parce qu'aujourd'hui, entre TikTok et Instagram, finalement, aller vivre à Pont-de-l'Étoile, tout le monde en a bien rien à carrer? Merci beaucoup. Florian, tu gardes la réponse. On va prendre une deuxième question, au fond, au milieu. Allez-y. Est-ce que vous avez bien appuyé sur le micro? C'est le bouton rouge. C'est bon. Voilà. Bonjour, Pierre-Yves Lassus, professeur de géographie en lycée. Donc j'ai une question qui est plutôt destinée à Madame Gass. Sur les SCOT, en effet, je me pose la question, donc, quelle est la prise en compte des objectifs légaux du ZAN dans la redéfinition des SCOT? Et aussi la question, donc avec ce ZAN, des nouveaux espaces qui peuvent être lotis, qui sont pour la plupart dorénavant des espaces de friche. Et est-ce que ces SCOT prévoient des politiques d'accompagnement
que ce soit financier ou sur des solutions techniques, aux différents acteurs du bâtiment pour continuer à produire, que ce soit logement, espace dédié à la réindustrialisation, espace de loisirs. Merci beaucoup. Alors, vous avez un challenge incroyable. C'est 1 minute de réponse chacun, parce qu'après, de toute façon, on nous coupe la lumière. On ne va pas pouvoir en prendre une de plus. Je suis désolé. On doit vraiment respecter le timing, parce qu'il y a d'autres sessions qui s'enchaînent. Stella, tu commences par une réponse. Alors, c'est une réponse technique, mais il faut aller hyper vite. Alors, sur la prise en compte du ZAN, tous les élus sont obligés de le prendre. À ce stade, il y a 80% des territoires qui ont avancé, 5% des SCOT ont intégré la trajectoire, 40% sont en cours de révision et 24% des élus sont en négociation politique. Sur la question des mesures d'accompagnement, donc les élus fixent la stratégie dans le cadre du SCOT, soit à l'échelle de l'interco, soit dans des établissements interterritoriaux parce qu'ils travaillent à plusieurs EPCI. Et derrière, ils ont des acteurs qui eux-mêmes sont confrontés, je vous rappelle, taxonomie verte européenne, enjeux de budget vert, des enjeux de défi d'adaptation du modèle économique des entreprises aux enjeux de transition. Donc ils participent sans mesures d'accompagnement spécifiques et parfois les collectivités font des mesures d'accompagnement, soit dans le cadre des projets qui portent en maîtrise d'ouvrage, soit par des financements. Et voilà, en 1 minute, ça donne ça. C'est parfait. Merci beaucoup, Stella. Et Florian, à la fois la réponse à la question et puis une conclusion de cette table ronde. 1 minute. Donc pour répondre, effectivement, je pense que c'est des choix collectifs qui fait qu'on a fermé au fur et à mesure des structures. Et je m'inquiète effectivement qu'on puisse encore rationaliser les sujets de santé, qu'on veut fermer nos EHPAD, qu'on veut fermer nos hôpitaux de proximité, etc. C'est une vraie question de fond quand même au niveau national. Sur le commerce, je vous invite à voir ce qu'on a fait à Laval. Un schéma intercommunal du commerce. On s'est dit justement, on va regarder les zones où on arrête d'artificialiser, on arrête de construire. On a défini entre élus un périmètre où on a encore le droit d'avoir du commerce. On a supprimé les boulangeries justement de ronds-points, on les interdit par le document d'urbanisme. Donc c'est très important et on privilégie les centres-villes, les centres-bourgs et les quelques zones d'activité économique. Les autres, on va les muter vers d'autres choses, vers du tertiaire, vers de la zone industrielle. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, on monte une foncière, on rachète des commerces vacants et on les remet sur le marché à un prix raisonnable. On a développé un AMI pour développer un food truck qui va dans les commerces. On soutient financièrement les épiceries associatives. On a les bars associatifs. Bref, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent se faire. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec les associations, avec les entreprises, avec la RSE des entreprises. Et vous voyez que c'est un miracle, donc je vous invite vraiment à sortir vos loupes, et sortir de vos écrans de télévision et de téléphone pour venir nous voir sur les territoires. Merci d'applaudir nos intervenantes et intervenants.